Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour évoquer ce thème de la durabilité et des experts comptables et la durabilité. Alors nous serons trois pour parler de ce thème ce matin avec Nicolas et Christophe, mais je les laisserai se présenter. Alors si vous êtes là, c'est que sans doute vous avez été sensibilisés par les différents termes qui résonnent dans l'actualité, tels que le climat, la directive CSRD, la durabilité, clause du grand-père pour un terme qui est plus proche de nous, accréditation, bien d'autres choses encore. Donc on va essayer de répondre à toutes vos questions et je vais laisser Christophe se présenter et Nicolas également qui nous présentera le plan. Donc moi je suis expert comptable commissaire aux comptes et on est tous les trois membres du comité durabilité de l'ordre francilien. Voilà, et j'ai l'honneur de le présider. À toi Christophe. Bonjour, je suis Christophe Fontenot, je suis maître de conférences associé à l'université Paris 1 Sorbonne et je suis également expert comptable et commissaire aux comptes et membre du comité durabilité. Je laisse la parole à Nicolas pour se présenter. Bonjour à tous, Nicolas Major, expert comptable, également élu au Conseil régional Paris-Île-de-France pour la mandature actuelle. J'ai le plaisir justement d'être aux côtés de Christophe et Delphine au sein du comité durabilité. Pour ce matin, nous avons 1h30 à passer ensemble et justement, nous avons beaucoup de choses à voir. Par rapport au plan qui nous attend, on a décidé de découper ce webinaire en 3 parties. La première qui va traiter, je te laisse passer la slide, Delphine. Ah oui, pardon. Le contexte et les enjeux, justement, Delphine et moi-même allons décortiquer cette partie pour quelques rappels. Ensuite, on verra une partie qui apparemment a beaucoup d'intéressés sur les missions de l'expert comptable, les parcours de formation, avant de finir avec des petites tips et astuces pour essayer de sensibiliser davantage les cabinets sur la durabilité, tant en interne qu'auprès des parties prenantes. Donc, je laisse la parole à Delphine pour pouvoir démarrer ce webinaire. Je vois beaucoup de bonjour à tous, bienvenue, nous avons démarré. Très bien. Je vous rappelle aussi qu'il y a un chat, justement, où vous nous saluez. Ce chat permet également de poser les questions et on essaiera d'y répondre, alors pas tout à fait au fur et à mesure, mais à la fin de chacune des 3 parties. Voilà, n'hésitez pas. Alors, excuse-moi, avant de démarrer, Delphine, j'ai cru voir on n'entend pas. Jennifer semble avoir un problème de son. Est-ce que tous les autres participants déjà connectés nous entendent bien, s'il vous plaît? Tout le monde nous entend? J'ai quelques noms, mais de manière majoritaire, j'ai plutôt des oui. D'accord. Bon. On peut continuer alors. À toi, Delphine. Oui, on continue. J'espère que tout le monde pourra retrouver du son. Alors, on va juste reposer quelques notions sur l'actualité, sans rentrer dans le détail, ce n'était pas l'objet ici, mais bien pour avoir en tête le contexte. On rappelle qu'en France, finalement, il y a déjà un long chemin de la réglementation autour de la communication extra-financière. La France est vraiment fait partie des bons élèves sur ce sujet. Ça avait commencé déjà en 2001, donc ça fait quand même plus de 20 ans, avec un reporting RSE, alors qui concernait les grandes entreprises cotées. Il n'y avait pas encore de vérification ou de certification. Et puis, on a eu la loi Grenelle 2 qui a imposé un rapport RSE avec la loi NRE. Et là, ont été mis en place les vérifications par un OTI, donc il faut être accrédité COFRAC pour pouvoir attester de ces rapports.
Puis on a eu en 2017 la transposition donc, de la directive NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, excusez mon anglais, mon accent. Donc là, qui a été transposée en France en 2017 et qui a mis en place la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, donc qui a élargi un petit peu le champ des entreprises concernées et qui est également vérifiée par un OTI, un organisme tiers indépendant. En 2019, la loi Pacte nous a amené la notion d'entreprise à mission dans le Code civil avec un objet social et cette particularité des entreprises à mission statutaire. En 2020, on a la taxonomie européenne, donc qui est un règlement qui va classifier des activités économiques qui ont un impact favorable sur l'environnement. Et puis, on a l'arrivée, donc avec l'approbation par le Conseil et la Commission européenne fin décembre 2022 et la transposition en droit français en décembre 2023 de cette fameuse CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc qui impacte les entreprises à partir donc sur leurs données 2024, à publier en 2025 avec obligation de vérification par un OTI. Donc on voit la flèche en bas, l'auditabilité de plus en plus importante de ces données extra-financières. Alors, toujours pareil, sans rentrer trop dans le détail, mais juste pour bien comprendre la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la CSRD, qu'est-ce qu'elle change? En fait, ce qu'elle change, déjà, c'est qu'elle va porter de la norme. Ce reporting de durabilité est encadré par 12 normes, les normes ESRS, avec 2 normes transverses et puis 10 normes thématiques avec 5 sur l'environnement. L'environnement, c'est quand même ce qui est le plus visé par les normes extra-financières, le reporting extra-financier, notamment le climat. 4 sur le social et 1 sur la gouvernance. Et donc, on l'a dit, cette CSRD, elle apporte de la norme. Elle apporte aussi un concept de double matérialité, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur uniquement une matérialité financière, donc comment l'environnement et le contexte impactent l'entreprise, mais aussi comment l'entreprise va impacter son environnement et toutes ces parties prenantes. Également une extension du périmètre. On a cette notion de chaîne de valeur et on y reviendra puisque c'est comme ça que, en tant qu'expert comptable sur des TPE, PME, on va être concerné par cette directive. Donc avec les impacts à la fois en amont et en aval de l'entreprise. La connectivité, donc c'est vrai que la CSRD et la norme nous demandent de montrer de plus en plus les liens entre l'information extra-financière et l'information financière. Et puis évidemment l'audit avec le fait de passer d'une assurance modérée, donc déjà un audit pour certaines entreprises à partir de 2025 sur leurs données 2024, et passer à une assurance raisonnable, donc plus forte, dès 2028. Donc, après cette présentation, justement, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les entreprises qui seront concernées par cette nouvelle réglementation que tu as présentée? Oui, Nicolas, effectivement,
voilà, les entreprises qui sont concernées par cette réglementation. Donc, en 2024, avec publication en 2025, là, on reste sur des grandes entreprises, les grandes EIP, hein, plus de 500 salariés. Donc là, on est dans le périmètre de cette NFRD dont on a parlé tout à l'heure. Donc, les entreprises qui sont soumises à la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, elles vont pendant un an continuer à faire leur déclaration de performance extra-financière. Et puis ensuite, de plus en plus d'entreprises vont être concernées. En 2025, on a toutes les grandes entreprises qui dépassent 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de total bilan avec plus de 250 salariés. Donc, vous voyez que le seuil baisse, hein, le spectre s'élargit. Et là, sont concernées toutes les entreprises basées dans l'Union européenne. En 2026, donc l'année suivante, on atteindra toutes les PME cotées sur un marché réglementé. Alors là, il y a des possibilités de différer, hein. Et puis, il y aura une publication de normes sectorielles, hein. Là, on est sur des normes thématiques transversales à toutes les activités, tous les secteurs, mais des normes sectorielles seront publiées par les FRAL. Et puis, en 2028, avec publication en 2029, là, on va toucher, et c'est aussi important, hein, tous les groupes non européens, mais qui ont des filiales ou des succursales en Europe, vont devoir publier également un rapport de durabilité. Alors, avec toutes ces normes thématiques qui sont déjà publiées, les sectorielles à venir, viendront également des normes pour les PME sur une base volontaire. Donc, les normes ESRS vont être adaptées pour les entreprises de plus petite taille. Donc, on a déjà un projet de norme qui est en consultation actuellement, qui sera normalement publié, finalisé en fin 2024. Voilà, et qui permettra, dont on pourra se saisir pour toutes nos TPE-PME qui souhaiteront publier sur une base volontaire. Alors, ce qu'on voulait bien mettre en avant, hein, c'est que là, ça peut paraître très loin de nous, hein, toute cette directive, toutes ces normes avec ces entreprises de plus de 250 salariés. Mais on voulait mettre en avant le fait que ces enjeux de durabilité, ils touchent déjà finalement nos TPE, nos PME au quotidien, que ce soit par des impacts réglementaires, hein. Donc on a déjà des réglementations énergie, climat, pollution, déchets. On a des réglementations sur le social, hein. Les normes touchent l'environnement, mais aussi le social, donc avec tout ce qui est respect de l'égalité homme-femme, tout ce qui concerne le handicap, l'insertion, le harcèlement. Donc voilà, les TPE-PME peuvent être concernées à travers ce réglementaire. Et puis Nicolas, si tu peux nous dire aussi tout ce qui peut toucher à travers les salariés. Oui, donc en reprenant cette petite fleur qui va représenter par ses pétales les thématiques, au niveau des salariés, les points forts sont l'adéquation en fait des valeurs de l'expert comptable, la marque employeur, l'expérience des collaborateurs, notamment avec toute la partie qui traite sur la qualité de vie, les conditions de travail, la phase d'onboarding et de offboarding qui est parfois négligée, et surtout l'attractivité de la profession. Là où l'expert comptable pourra intervenir, c'est justement de pouvoir se concentrer dans le recrutement de profils nouveaux, de travailler davantage la diversité de ces missions pour sortir des missions dites entre guillemets classiques, de voir s'il peut aller vers une spécialisation ou pas, de travailler sur les missions comme le financement FNE pour les formations, que ce soit pour lui ou pour ses clients, intégrer la durabilité ou RSE, on va essayer d'employer les deux mots pour ne pas
faire peur à tout le monde. RSE peut parfois déranger, donc on restera sur la terminologie également de durabilité pour justement travailler sur la transition écologique. Et au niveau des salariés, la formation 2030 qui a été mise en place pourra également aider l'expert comptable à accompagner ses salariés. Oui, tu reviendras là-dessus, je crois, Nicolas, oui, tout à l'heure. Une partie justement un peu plus détaillée sur les outils et actions qui sont déjà mises en place. Pour la partie financière, justement, les financements bancaires vont avoir une importance particulière par rapport aux prêts à impact, les prêts verts qui seront de manière générale assez importantes, comme les investissements à la transition écologique, où les taux seront plus intéressants. L'objectif étant d'avoir des taux verts pour le financement de la transition écologique. De la même façon, là où l'expert comptable pourra intervenir, c'est dans l'application des financements des cabinets, voire de ses clients. Il y a justement une plateforme qui est dédiée et ouverte par rapport à l'accompagnement que l'expert comptable peut apporter dans la recherche de financement auprès de ses clients, justement avec des opportunités sur la transition écologique. Et de la même façon, comme le point juste avant, le FNE pour toute la partie formation des salariés. Étape suivante, la commande publique. On va avoir de plus en plus de cahiers des charges qui vont inclure justement cette dimension durabilité RSE, ce qui peut, en fonction de votre typologie de clientèle, être, j'allais dire, pénalisant. Mais justement, là où l'expert comptable pourra intervenir, c'est dans l'accompagnement de ses clients pour répondre de manière plus facile et aisée à tous ces appels d'offres par rapport aux collectivités territoriales, en répondant en amont et en anticipant justement la mise en place de ces aspects de durabilité pour ne pas passer à côté justement d'un appel d'offres qui pourrait être intéressant pour son client. Je te laisse poursuivre. Oui, alors on a aussi les consommateurs et les clients qui sont les plus exigeants sur la traçabilité des produits, être transparent sur les compositions, sur le respect de la santé, le respect de l'environnement. Donc là aussi, ça va jouer pas mal sur les TPE-PME qui vont devoir prendre tout ça en compte. Et puis, les donneurs d'ordre, donc on revient aussi sur ce que la commande publique peut demander, c'est toutes ces, ou les financeurs d'ailleurs, toutes ces notions d'exigence, de mise en place de chartes RSE. Voilà, une entreprise va devoir répondre sur ce qu'elle a mis en place. Alors, on le voit passer au niveau du social, mais est-ce qu'elle a un label voilà. On a par exemple la Poste qui va exiger que tous ces transporteurs possèdent des véhicules électriques. Donc, un exemple parmi d'autres. Donc, on voit que cette pression, elle est là autour des TPE-PME, une pression toujours positive pour le climat, l'environnement, le social, mais voilà, parfois compliqué à respecter. On voulait illustrer ça à travers un exemple sur un boulanger, pâtissier qu'on peut avoir dans sa clientèle. Déjà, à travers les réglementations ici uniquement environnement, vous avez ici en vrac, est-ce que notre petit boulanger a bien respecté la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà, au-delà de certains seuils, il doit être inscrit. Est-ce qu'il a respecté tout ce qui concerne l'eau, la mise en place de bacs dégraisseurs, de grilles, de paniers, le respect de ces déchets liquides, la partie déchets vaisselle jetable, l'élimination des emballages ou éco-contribution, le tri, voilà, il va être concerné. Tout ce qui concerne la réglementation relative au bruit par rapport aux machines qui
peut utiliser, et puis également tout ce qui concerne l'air. Hein, donc on le voit, déjà, nous, l'expert comptable, ça fait partie de notre rôle de conseil, hein, d'alerter sur ces différentes réglementations. Alors Christophe, tu vas pouvoir nous donner un exemple sur, on voulait prendre un exemple, voilà, un autre sur les services informatiques. Donc, à côté du côté réglementaire qu'a évoqué Delphine, qui est souvent ce qu'on nous reproche lorsqu'on parle de responsabilité sociétale des entreprises, il y a des démarches qui sont un peu plus profondes, qui sont des réflexions sur la durabilité. Et donc là, on a choisi de vous mettre en avant une société de services numériques qui a fait sa réflexion autour de ces enjeux majeurs pour essayer de voir comment ces enjeux majeurs peuvent impacter sa façon de faire son business et comment les externalités peuvent venir impacter sa façon de créer de la valeur. Donc, on voit que le travail sur la chaîne de valeur est important. Dans la notion de double matérialité qu'a évoqué Delphine, qui est vraiment au cœur du dispositif CSRD, hein, qui est quelque chose d'assez innovant, qui est très différent de l'approche traditionnelle et de l'approche anglo-saxonne, qui est une approche basée sur la simple matérialité financière. Là, on voit qu'on est dans une réflexion à deux axes. C'est une réflexion qu'on peut mettre en œuvre avec certains de nos clients PME qui commencent à être utilisés dans ce sujet-là. Donc là, dans le cadre de Tessie, on est sur une entreprise un peu plus grande, mais l'idée, c'était de vous montrer quels étaient les enjeux pour une société du secteur des services numériques, pour vous montrer qu'effectivement, il y a des sujets en matière d'empreinte environnementale, mais également d'autres sujets qui viennent impacter la chaîne de valeur, notamment en termes d'éthique, en matière de respect des droits humains, en matière de confidentialité des données. On voit qu'il y a des sujets qui vont impacter la chaîne amont et la chaîne aval. Donc, quand vous êtes prestataire de services sur ces sujets-là, vous êtes impacté par des questions de durabilité de votre modèle d'affaires et vos partenaires en amont, en aval le sont également. Donc là, on voit les cinq grandes thématiques, les 5 axes majeurs qu'a considéré cette entreprise du point de vue de l'impact socio-environnemental et des enjeux financiers pour elle. On voit qu'on retrouve les thématiques ESG, hein, environnementale, sociale et de gouvernance. Tout ce qui est environnemental, on le voit par le biais de l'empreinte environnementale, le point 3. Et ensuite, on voit que sur la partie gouvernance, on sera sur la notion de confiance numérique. Et sur les autres sujets, on est sur les sujets qui sont dans le domaine du social, avec, comme l'a évoqué Nicolas, l'importance de la valorisation du capital humain, qui est une thématique sur laquelle on a des forces en tant qu'expert comptable, puisque souvent, on a un pôle social au sein du cabinet. Et donc, travailler sur cette offre au sein du cabinet en matière de réflexion autour du capital humain est quelque chose qui va être un avantage pour nous. Mais effectivement, on voit qu'on a un élargissement du scope de nos compétences. On a un travail d'acculturation à faire auprès de nos clients sur ces sujets-là pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, j'ai choisi de vous montrer ça pour vous présenter une société qui n'est pas une société industrielle. Tout à l'heure, on a vu une société artisanale. Donc, voir que le spectre de nos interventions les spectres peuvent être très larges et donc pas être focalisé que sur l'industriel. Souvent, quand on commence à aborder ce sujet, on focalise sur l'environnemental. On a aussi la partie sociale qui est souvent négligée, sur laquelle on a vraiment des éléments forts à apporter. Si on va un petit peu plus loin et si on rappelle les démarches de la durabilité du modèle d'affaires, donc de la réflexion autour du modèle d'affaires, c'est des choses qu'on peut proposer à des plus petites entreprises. Ça, c'est par exemple une réflexion que j'ai pu mener sous la forme d'atelier avec une société qui est un prestataire de services dans le domaine de la formation. Donc, travailler avec eux sur leur modèle d'affaires, comment ils voient leur création de valeur, comment ils partagent leurs valeurs, quelles sont les ressources qu'ils utilisent pour créer cette valeur, quelles sont les ressources naturelles, mais surtout les ressources humaines, dans le cas de l'exemple que je viens d'évoquer, et puis ensuite, comment je partage cette création de valeur avec les différentes formes de ressources que j'utilise, comment j'entretiens ces ressources par la formation, par la qualité de vie au travail, comme l'évoquait Nicolas, ou comment j'entretiens la ressource naturelle en travaillant sur la diminution des émissions de CO2 lors de mes déplacements,
en privilégiant par exemple le train ou le vélo pour les déplacements de proximité. Donc ça, c'est la première brique. C'est une première brique sur laquelle on est souvent à l'aise, mais on a cette vision du modèle d'affaires qui est une vision assez financière. Souvent, quand on travaille avec nos clients, notamment les clients qui viennent nous voir en tant que prospects ou en tant que porteurs de nouveaux projets, on a cette vision uniquement sur la base d'un business plan financier. Et donc là, l'idée, c'est d'élargir ce spectre de réflexion autour du modèle d'affaires et d'aller échanger avec eux sur le sourcing de leur matière première, sur les enjeux en matière de compétences de leur personnel et les enjeux en matière de formation, par exemple, de leur personnel. Donc, sur cette première partie, c'est d'essayer de commencer à identifier comment je crée de la valeur, quelles sont les ressources que je mobilise, comment aujourd'hui, à un instant T, je restitue de la valeur à ces ressources pour entretenir durablement mon modèle d'affaires. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une ressource qui va s'épuiser dans le temps. J'ai bien une démarche volontaire qui consiste à lui créer de la valeur. Donc ça, c'est le premier pilier de la réflexion autour du reporting de durabilité. C'est quoi mon modèle d'affaires? Comment je mobilise des ressources? Comment je crée de la valeur? Comment je partage cette valeur avec les différentes formes de ressources qui sont utilisées? Le deuxième point qui est important, c'est de se dire à un moment donné, quand on crée de la valeur, on interagit avec des parties prenantes qui vont être des parties prenantes externes à l'entreprise et certaines parties prenantes qui vont être dans l'entreprise. Et donc, on va avoir une appréhension à avoir au niveau des enjeux de ces différentes parties prenantes. Qu'est-ce qui est important pour un responsable de la formation d'un grand groupe et comment je vais pouvoir intégrer les enjeux de ce responsable de formation d'un grand groupe dans ma création de valeur, dans mon modèle d'affaires. Comment je vais prendre en compte les enjeux importants pour les formateurs qui sont des formateurs extérieurs au groupe qui vont contribuer à la création de valeur de mon entreprise, etc., etc. Sur cette deuxième phase, on est dans une phase où on identifie les parties prenantes qui sont plus ou moins critiques pour notre modèle d'affaires, et ensuite on entame un dialogue avec eux pour essayer de recenser avec eux les enjeux à impact socio-environnementaux. Cette deuxième phase, c'est une phase importante qui peut effectivement prendre du temps et qui souvent est déléguée à des personnes dans l'entreprise, c'est-à-dire que nous, on va avoir plus un rôle d'accompagnateur, on va leur proposer de structurer leur réflexion au niveau du questionnement avec les parties prenantes, mais souvent, ce sont les acteurs en interne qui vont aller interroger les parties prenantes sur la base d'un questionnaire qu'on aura pu co-construire, et ensuite, à l'issue de ça, on aura une phase de collecte et de centralisation de tous ces enjeux. Une fois qu'on a posé ces enjeux, on va également aller voir le management et s'interroger avec la partie prenante management, direction de l'entreprise, pour pouvoir essayer d'identifier avec eux quels sont les enjeux financiers. Et donc, on aura une grille à double lecture, une grille à lecture avec des enjeux à impact socio-environnementaux, qui seront notamment issus des échanges avec les parties prenantes, et une autre lecture qui sera une lecture des impacts financiers, qui sera plutôt orienté du côté du management ou de l'investisseur. Petit à petit, ceci nous permettra de construire la troisième étape, qui est l'étape au cœur de la CSRD qu'on a aujourd'hui, cette fameuse matrice de matérialité, et on parle plus précisément d'une matrice de double matérialité, qui va permettre de positionner ces enjeux suivant deux axes, l'axe financier, qui sera en abscisse, et puis l'axe en ordonnée, qui sera les enjeux à impact socio-environnementaux. Et donc, on va positionner sur ce graphique les différents enjeux qui auront été recensés. Certains enjeux seront considérés comme étant non critiques, donc pourront ne pas être pris en compte dans la suite de la réflexion. Et ceux qui seront considérés comme étant critiques, effectivement, la criticité de l'enjeu nous amènera ensuite à la phase 4 sur les enjeux qui auront été considérés comme étant critiques. On va s'intéresser sur l'impact lié à cet enjeu, on va s'intéresser aux risques liés à cet enjeu et on va s'intéresser aux opportunités liées à ces enjeux critiques. Et donc ça, c'est un travail de réflexion qui sera mené avec l'entreprise sur la base de cette fameuse matrice de matérialité qui s'est appuyée sur les données collectées dans la phase 2 que j'ai appelée partie prenante. Et c'est dans cette phase 2 des parties prenantes qu'on va effectivement collecter la donnée et analyser la donnée pour pouvoir construire la matrice de matérialité. Comme ça, je réponds tout de suite à la question de William en live qui était posée dans le chat. Donc, une fois que vous avez fait votre matrice de matérialité, vous allez sur les impacts, les risques et les opportunités sur les enjeux critiques. Une fois que vous avez identifié ces impacts, ces risques et ces opportunités,
opportunité, on va pouvoir avoir une réflexion sur la phase 5, qui est une réflexion autour des politiques que l'on va mettre en œuvre, qui vont permettre d'atténuer les risques ou d'éliminer les risques qui auront été identifiés sur les enjeux critiques. Et donc là, on va commencer à construire une politique autour de cette approche-là, et également une politique qui va nous permettre de saisir d'éventuelles opportunités qui auraient été identifiées dans l'analyse des impacts, risques et opportunités, ce qu'on retrouve sous l'acronyme dans les ESRS, IRO, qui veut dire les fameux IRO. Opportunités, les fameux IRO qui posent des questions. Ça me permet de faire une petite digression sur le fait qu'il y a souvent des acronymes, donc il faut parfois se les approprier. Une fois que vous les avez appropriés, ça va beaucoup mieux. Une fois que vous avez identifié votre politique qui est mise en œuvre en face des principaux enjeux, donc des risques critiques sur lesquels vous avez travaillé, vous avez identifié les impacts, les risques et opportunités, on travaille sur les politiques. Une fois que vous avez trouvé et identifié les politiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre avec votre management, avec le management de votre client, vous allez passer à la phase 6, qui est la phase des indicateurs de performance. Et sur les indicateurs de performance, l'objectif, c'est de mesurer l'efficacité de la politique mise en œuvre. Et donc, pour mesurer l'efficacité de la politique mise en œuvre, il faut avoir des indicateurs de performance, parce que sans indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité d'une politique, une politique, c'est souvent du vent. Et donc, pour nous aider dans cette approche des indicateurs de performance, on a aussi les ESRS qui nous proposent des réflexions avec des enjeux qui sont des enjeux a priori qui vont concerner de manière agnostique, c'est-à-dire tout secteur confondu, toutes les entreprises. Et donc, on va avoir les ESRS qui vont nous aider un peu dans l'analyse de la matrice de matérialité, voire beaucoup, puisqu'ils vont nous permettre de cartographier déjà un certain nombre d'enjeux qui ont été considérés comme étant de toute façon matériels pour les différentes entreprises. Mais ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Et donc, les indicateurs de performance, c'est des indicateurs de performance qui doivent être objectivés, qui doivent être spécifiques, qui doivent être mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Et quand vous faites du reporting de durabilité, il faut que vous ayez une visibilité sur l'ensemble de ces 6 étapes. Et l'indicateur de performance, souvent où on se sent le plus à l'aise, parce qu'on se dit, nous, c'est remplir des indicateurs de performance, c'est un peu notre métier, on sait faire ça. Ce n'est pas uniquement ça, la durabilité. Il y a toute la réflexion en amont. Réflexion en amont qui est vraiment créatrice de valeur auprès de nos clients. Ils sentent vraiment qu'on a de la valeur ajoutée sur cet aspect-là. On l'avait peut-être un petit peu perdu avec le temps. Là, c'est revenir au cœur du débat, dire maintenant, on va s'intéresser à ton business model et on va te montrer qu'on est capable de te présenter ta façon de faire ton business sous un angle différent. Et sous une façon de voir les choses qui aujourd'hui est en partie imposée par les normes, mais qui doit être aussi de manière volontaire. Et donc, chez nos TPE-PME, on a cette réflexion qui est une réflexion beaucoup plus volontaire de la part de certains dirigeants, d'aller vers cette réflexion autour de la durabilité. Ce n'est pas le cas de tous nos clients. Il y a encore un travail d'acculturation à faire sur ces sujets-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'on a une capacité à accompagner nos clients sur ces sujets-là. Ça nécessite un investissement personnel assez important, puisqu'il faut nous-mêmes nous former sur ces sujets-là, apprendre des acronymes, apprendre des façons de voir les choses qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a eu l'habitude de faire depuis un certain nombre d'années. Mais c'est passionnant et c'est quelque chose qui répond aux attentes de certains de nos clients et ça nous permet de remettre de la valeur ajoutée dans nos prestations et cette partie-là, elle est essentielle pour qu'on puisse arriver à créer de la valeur. David me pose la question, alors je vais revenir, je n'ai pas eu le temps de voir toutes les questions, mais là je vois celle de David. David pose une question sur les indicateurs de performance sont-ils suggérés par les ESRS, c'est-à-dire obligatoires ou seulement une aide à la sélection. Ce qu'il faut dire, David, en fin de compte, c'est que les indicateurs qui sont proposés par les ESRS, on considère qu'en théorie, c'est quelque chose qui nous paraît en tant que secteur agnostique, donc tout secteur confondu, comme étant des enjeux susceptibles d'être critiques pour toutes les entreprises. Non, tu n'es pas obligé de répondre à tous les indicateurs. Par contre, tu dois expliquer pourquoi tu considères qu'un enjeu qui a été identifié comme a priori important par les ESRS n'est pas important dans ton cadre spécifique. Donc, tu as le droit, effectivement, de ne pas reporter sur un certain nombre d'indicateurs de performance parce que tu considères que dans l'analyse de ta matérialité, dans l'analyse de ta double matérialité,
Dans le cas spécifique de ton entreprise, ce n'est pas un enjeu majeur. Et donc, n'étant pas un enjeu majeur, tu vas l'expliquer, tu vas dire je choisis de ne pas présenter ces indicateurs-là pour telle et telle raison, car je considère que ces enjeux-là ne sont pas les enjeux critiques pour ma façon de faire mon business. J'espère avoir répondu à ta question, David. Excuse-moi. Oui, voilà. William, j'avais répondu en live sur la collecte de données. William, ce qui est vraiment important, c'est qu'effectivement, c'est dans ta phase d'échange avec les parties prenantes que l'on va collecter de la donnée, qui va être extrêmement riche, sur laquelle vous allez avoir du temps à passer. C'est pour ça qu'une démarche de durabilité, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en une semaine ou en 2 semaines. C'est un processus long. Et ça, il faut tout de suite le rappeler à vos clients qui s'attendent à avoir une colis bien emballé en quelques jours. Non, ce n'est pas possible. C'est un produit qui se construit et qui nécessite aussi, comme l'a évoqué Delphine, la nécessité d'avoir une piste d'audit, d'avoir une traçabilité de toute cette réflexion. Et donc, quand vous allez collecter de la donnée auprès des parties prenantes, cette donnée qui sera collectée, il va falloir l'organiser pour pouvoir en faire une synthèse. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire très vite. Voilà, nous, on a des fois des clients qui viennent nous voir. Écoute, Christophe, il faut que tu nous fasses notre bilan de gaz à effet de serre pour vendredi. Là, on a un petit travail. Je dis, comment te dire, Thibaut, je t'aime beaucoup, Thibaut, mais ce n'est pas possible. Donc, Thibaut, il va falloir que je t'explique comment ça marche. Et quand on travaille sur un bilan de gaz à effet de serre, on commence déjà à avoir la réflexion amont sur cette fameuse réflexion autour du modèle d'affaires. Comment je crée de la valeur? Et on va regarder ça sous le prisme des émissions de CO2, dire quand je crée de la valeur, qu'est-ce qui est dans mon scope d'entreprise, ce sur quoi j'ai la main mise, et ce que je vais avoir dans les scopes qui vont être un peu plus externes, mais sur lesquels je vais devoir travailler aussi. Le scope des émissions de gaz à effet de serre en amont, le scope des émissions de gaz à effet de serre en amont. Voilà. Donc, ce qui était important, comme dit Nicolas, et donc je passe la main à Nicolas, parce que je suis très bavard, je passe la main à Nicolas. Enjeu majeur pour nous en tant qu'experts comptables, c'est la une dernière question avant. Peut-être plus destinée à Delphine. Yoshi a posé une question sur les autres entités non-sociétés, type association, coopérative, collectivité, à savoir quand est-ce qu'elles auront l'obligation d'émettre un rapport CSRD. Alors, la CSRD, ouais. Pardon. Vas-y, Christophe, vas-y. La CSRD, c'est pour les entreprises. Et tout ce qui concerne effectivement les collectivités, on est souvent frustré au niveau des collectivités territoriales. Ça, c'est la loi de finances qui va aider un peu cette réflexion-là. Et puis, on a certaines mairies qui sont aussi dans des démarches volontaires et qui vont aller plus loin que d'autres mairies. Donc, on est encore dans la démarche volontaire. Et puis, on a quelques éléments qui sont posés par les lois de finances sur ces fameuses collectivités territoriales, que ce soit au niveau de la mairie ou au niveau du département. On reste encore sur du réglementaire qui reste très limité, mais qui a vocation à s'étendre par le biais des lois de finances. Je te laisse continuer, Delphine, sur la partie. Oui, sur la partie associative, effectivement, il y a beaucoup de réflexions sur ces enjeux durabilité pour les associations. Il y a des articles d'ailleurs qu'on a écrits qui sont parus dans Juris Association sur le sujet. Oui, les associations de par nature, elles sont engagées socialement. Enfin, c'est l'objet même. Et bon, donc la partie sociale, elles sont à fond dedans, mais naturellement, elles ne vont pas communiquer là-dessus. C'est-à-dire que ça fait partie de leur activité, de leur objet social, et donc il faut qu'elles apprennent aussi à mettre en place ces rapports et à communiquer là-dessus. Mais il n'y a pas d'obligation pour l'instant pour ces entités-là. Alors, peut-être on va enchaîner sur la deuxième partie. Nicolas, je ne sais pas, il n'y a plus d'autres questions? Alors, je pense qu'on répondra à la question de Leïla en attaquant la deuxième partie et Parfait. on répondra à Alain sur la fin de la deuxième partie. Donc, on peut continuer. D'accord, ils anticipent sur la présentation. Très bien. Alors,
Maintenant, on voulait revenir sur le sujet de finalement dans quel cadre on se situe en tant qu'expert comptable. On commence à avoir pas mal de questions là-dessus. C'est vrai qu'on est un petit peu perdu. On nous dit oui, si on est expert comptable, si je fais le visa durabilité, comment ça se passe, quelle mission je peux faire, voilà. Donc on va tenter de bien vous expliquer en l'état la situation. Donc, quand on est expert comptable, eh ben, on peut effectuer 2 types de missions. Une mission d'aide à l'établissement du rapport de durabilité. Et là, on est dans le même cadre que j'aide à faire les comptes. Et donc, on réalise une mission sans assurance en tant qu'expert comptable. Et pour l'instant, on est dans le cadre des textes de la profession de manière générale et de futurs textes qu'on attend sur le contenu même du rapport de durabilité. Et puis, avec notre casquette expert comptable, on peut aussi aller sur la mission d'assurance sur le rapport de durabilité. Donc là, ça veut dire une mission d'assurance, on va attester le rapport de durabilité. Et souvent, on a aussi la casquette commissaire aux comptes. Donc, si on est expert comptable et qu'on n'est pas inscrit à la compagnie, on s'inscrit à la compagnie, on fait ce fameux visa durabilité, et là, on peut faire partie des entités habilitées à attester les rapports de durabilité. Au même titre que les PSAI, donc tous ces prestataires de services indépendants d'assurance, c'est l'acronyme utilisé, mais on va peut-être revenir sur l'acronyme OTI, où si on ne veut pas passer par l'inscription à la compagnie des commissaires aux comptes, on se fait accréditer en tant que PSAI, et pareil, en faisant ce visa durabilité. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais il faut bien distinguer. Il faut de toute façon faire ces 90 heures de visa durabilité qui sont indispensables pour pouvoir signer. Et soit on s'inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes, soit on fait partie de la liste accréditée COFRAC PSAI. Mais de toute façon, les deux, que l'on passe par le côté accréditation ou par le côté inscription à la compagnie des commissaires aux comptes, on sera inscrit sur une liste du H2A, le Haut Conseil de l'audit. Voilà. Juste une petite diapo pour revenir sur cette mission d'aide, puisque là, c'est la casquette expert comptable, on n'a pas besoin de visa durabilité, on est là en tant qu'expert comptable et c'est tout à fait légitime à pouvoir aider nos clients à établir ce rapport de durabilité. Et on vous a remis ici une petite liste, mais Christophe l'a largement détaillé tout à l'heure dans le processus de réflexion qui amène à ça. Ça va être la description du business model, le rôle de la gouvernance, quels objectifs en matière de durabilité, les différentes informations sur l'existence de systèmes d'incitation, la description des politiques, bien évidemment, toutes les mesures qui sont prises par l'entreprise, et puis ce qu'elle considère comme étant les principaux risques pour elle, ou quel impact sur son environnement. On est bien ici en transversal avec cette notion de double matérialité bien décrite par Christophe tout à l'heure. Alors, tout ça, c'est nouveau, ce n'est pas des choses dont on a l'habitude de parler. Et donc, Nicolas va revenir en détail sur tout ce qu'on a déjà à notre disposition en termes d'outils, de formation. Voilà, Nicolas, je te passe la parole. Merci. Alors, effectivement, vous allez avoir une mallette d'outils qui est déjà mise à disposition par nos institutions, notamment le Conseil national, avec ou sans participation financière.
Pour déjà démarrer, vous pouvez adhérer au club développement durable, qui va être un réseau d'experts engagés qui va justement contribuer à un partage d'expériences et de bonnes pratiques. Si je ne dis pas de bêtises, cette année, vous devez avoir des avantages pour pouvoir adhérer aux différents clubs, dont le club développement durable. Vous allez avoir un certain nombre d'outils qui, eux, à l'inverse, ne vont pas demander de contribution financière, comme notamment l'accès à l'espace Cap Durabilité que vous allez retrouver sur votre espace privé, où vous allez avoir 4 niveaux justement pour devenir un expert déjà, mais en durabilité, pour justement vous permettre de piocher dans différents outils, avec un niveau pour vous sensibiliser, un autre pour accompagner vos clients. Vous allez avoir un 3e niveau qui, lui, va vous permettre de reporter, de monter en compétences sur les informations extra-financières pour répondre justement à cette nouvelle réglementation européenne. Et un dernier niveau qui vous permettra en fait d'innover, d'apporter davantage en matière de comptabilité verte. À cet espace, je vais rattacher FuseExpert, justement, où vous allez avoir cette chaîne où vous allez retrouver tous les webinaires qui ont pu être diffusés par le Conseil national sur le thème de la durabilité, en décortiquant les normes, les missions que peut proposer l'expert comptable. Il suffit de vous connecter, très important, avec votre compte expert pour être identifié, tant avoir accès à la vidéo qu'au support que vous pouvez également télécharger. En tapant des mots-clés, vous retrouvez rapidement les thématiques qui ont pu être diffusées par le passé. Dans la continuité en fait de tous ces outils, j'ai moi-même découvert Boussole RSE, qui est une base de données dans laquelle vous allez pouvoir poser des questions pour pouvoir justement vous permettre d'accompagner vos clients sur des thématiques d'audit énergétique, de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, la DPEF, des plans de mobilité, des publications d'écart justement sur la représentation entre femmes et hommes, le devoir de vigilance, une publication d'index d'égalité, des déclarations qui sont relatives également à la transition énergétique des bâtiments. En posant justement, en remplissant ce fameux questionnaire, vous allez avoir une sorte de compte rendu et notamment des fiches qui seront mises à disposition sur l'ensemble de ces thématiques. Sur votre espace, ceux qui connaissent Business Story, juste à côté, vous allez avoir également un espace Citeo filière papier et Citeo filière emballage, qui vous permettra d'apporter des réponses aux obligations contractuelles des clients qui sont concernés et qui ont des obligations envers Citeo, en réalisant justement un contrôle sur des procédures convenues au niveau de l'expert comptable pour justement accompagner les clients qui vont être concernés. Et pour ceux qui sont davantage concernés par la filière emballage, vous allez avoir de la même façon des fiches qui vous permettront d'avoir la délivrance d'un rapport toujours sur la base de procédures convenues pour pouvoir accompagner vos clients sur ce type de mission. Depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2021, vous avez également un accès gratuit à l'ensemble des fiches sectorielles qui vous demandera de la même façon une connexion sur l'espace Bibliord avec votre compte expert. Notamment, plusieurs fiches ont déjà été actualisées, que ce soit sur le secteur des transports, taxis, le domaine de la restauration, l'hôtellerie. Vous avez plus d'une douzaine de fiches sectorielles qui vont à chaque fois décomposer, pour ceux qui le connaissent, l'aspect juridique, l'aspect comptable, l'aspect fiscal, toutes les sources qui ont été utilisées pour pouvoir alimenter ces fiches sectorielles. Je sais que certains confrères les mettent directement à disposition de leurs clients, justement pour remplir leur obligation de conseil et pouvoir les accompagner plus facilement dans leur prise de décision et notamment dans leur gestion. Pour ceux qui sont plus friands de lecture, mais également de support technique, vous avez l'espace Bibliord qui vous permet d'avoir une documentation déjà assez fournie sur le domaine de la durabilité. J'ai repris 4 ouvrages qui sont vraiment axés dessus, dont notamment les mots de la durabilité pour vous familiariser avec le vocabulaire. Alors, de mémoire, il ne va pas forcément reprendre l'acronyme de toutes les directives ou les
les normes qui ont été instaurées, mais vraiment pour vous acculturer justement sur ces différentes notions de biodiversité, en reprenant vraiment de manière assez explicite les parties prenantes qui interviennent justement sur ce domaine de la durabilité, des propositions pour l'expert comptable dans les obligations qui peut, si je dis pas, oui, c'est le guide des obligations environnementales et sociétales dans les TPE et les PME, et la mise en place justement de la RSE durabilité dans les différentes structures. Et également repris justement un support sur l'utilisation de boussoles RSE. Donc, vous voyez qu'en cherchant un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a déjà pas mal d'outils pour pouvoir nous aider à mettre un, voire deux pieds dans le domaine de la durabilité. La partie qui est très attendue sur les fameuses formations. Alors, on a pris l'initiative de mettre une petite étoile. La liste n'est pas exhaustive, elle est juste indicative. Sur la partie gauche, on va retrouver toutes les formations qui sont plutôt axées sur le profil expert comptable, et la partie droite, toutes les autres formations. Alors, ça reste une liste d'écoles, d'établissements ou de structures qui vont proposer justement des formations sur le domaine de la durabilité. Vous pouvez en trouver une très grande quantité, sachant que certaines formations entreront dans le CPF pour plusieurs d'entre elles. Elles seront détaillées un peu plus bas. Donc, parmi ces fameuses formations certifiantes, on a décidé de faire un petit focus sur certaines d'entre elles, dans la mesure où on a une casquette d'expert comptable. On a repris justement celle de Supexpertise, et une autre qu'elle a en partenariat avec Dauphine. Donc, je devrais pouvoir normalement répondre à certaines questions sur la partie justement formation. Alors, n'étant pas Supexpertise, je vous laisserai prendre, une fois que vous aurez le support, contact avec les permanentes justement pour vous apporter davantage de précision. Mais sachez qu'il y a à la fois des formations certifiantes et des parcours qui ont été mis en place au niveau de Supexpertise, dont le premier, justement, faire ses premiers pas dans la RSE, qui sera proposé sous la forme de e-learning et de présentiel. E-learning à suivre avant de vous présenter justement dans les locaux de Supexpertise pour pouvoir justement échanger avec un petit groupe et mettre en pratique avec notre super intervenant qui est également présent aujourd'hui, Christophe, qui encadre ce fameux parcours. Vous allez également avoir un parcours en durabilité qui est proposé dans le cadre du CFPC qui reste Supexpertise, et 3 certificats qui seront proposés à partir de l'automne. Donc, je crois qu'il y avait une question sur à partir de quand. Je n'ai pas, moi, la possibilité d'activer ces formations. Donc, en ayant le support, vous aurez davantage d'informations sur la mise à disposition des formations, le calendrier. Je ne sais pas si on a une des intervenantes qui a pu se connecter, qui pourra éventuellement appuyer chez Claire qui a reprécisé, remis les coordonnées des deux contacts au niveau de Supexpertise pour pouvoir vous répondre, j'allais dire, plus en détail sur les inscriptions, les mises à disposition et les différents événements à venir. Pour résumer, il y a de la matière, il y a des formations qui sont déjà proposées pour pouvoir vous initier, pour pouvoir approfondir, justement pour pouvoir accompagner l'expert comptable sur cette thématique qui reste un enjeu très important pour nous. Autre focus, justement une formation qui est en partenariat avec Dauphine. Celle-ci est très intéressante. Je crois que Christophe l'a suivie. Pourra peut-être nous en dire quelques mots pour l'avoir vécu, j'allais dire, de l'intérieur. Sur la partie gauche, vous allez avoir l'ensemble des formations qui sont proposées par Dauphine, et la partie droite mise plus en avant, celle en partenariat avec Supexpertise, où on a pu reprendre les différentes modalités. C'est une formation
qui se tiendra sur la période d'octobre à février. Donc, pour la rentrée, vous déposez votre dossier, il est sélectionné et vous démarrez de façon à ne pas avoir à jongler entre formation et période fiscale. Ça reste une formation certifiante avec une méthode pédagogique sous forme de cours, de cas pratiques. Vous allez échanger de la même façon avec un groupe. Et de la même façon, vous aurez, comme n'importe quelle formation certifiante, un examen pour pouvoir valider les différentes compétences acquises. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur cette formation, Christophe. Moi, j'ai suivi cette formation lors de sa mise en place, donc la première session de formation. C'est une formation qui est très riche et qui vous permet de balayer l'ensemble des acteurs qui interviennent autour de l'accompagnement des entreprises, et donc voilà, de la partie expert comptable, de la partie OTI, relation avec le COFRAC, qui est l'organisme qui propose l'accréditation pour les personnes qui ne sont pas dans le visa durabilité, avec des agences de notation, donc avec des publics très différents, à la fois d'universitaires, de professionnels, de différents secteurs. Donc c'était quelque chose d'assez riche, c'est assez dense, hein. C'est sur une période courte, hein, c'est de octobre à février. Il faut être capable de mobiliser un samedi et un vendredi quasiment tous les mois. Le tarif qui est proposé là, c'est un tarif qui me paraît assez intéressant par rapport au tarif que moi j'avais payé à l'époque. Mais voilà, c'est quelque chose de très très riche et qui vous permet de vraiment voir quels sont les acteurs de ce sujet-là au niveau des entreprises. Alors, je vérifie, mais je pense qu'un chiffre a disparu parce que de mémoire, le tarif n'est pas de 500 €. Voilà, c'est bien ce que je me disais. En recevant le support, il sera actualisé. Navré, mais mauvaise ou fausse surprise, hein. Le tarif n'est pas de 500 €, il est un peu plus important. Je fais en sorte de récupérer le tarif avant la fin du webinaire pour pouvoir vous le communiquer. Du coup, ça permet de faire le lien avec la question d'Alain. C'est est-ce qu'on a des formations qui sont subventionnées par l'ordre? Pour le moment, c'est un débat. Voilà, il y a je ne sais pas si Delphine, tu as des éléments là-dessus, mais voilà, l'offre qui est proposée, ça sera une offre effectivement qui sera attractive, hein, puisqu'il y a une contribution quand on construit un programme pédagogique comme le visa durabilité et ce que nous propose la CNCC ou ce que va proposer l'ordre. On est quand même sur les tarifs qui sont très attractifs par rapport au volume d'heures qui va vous être proposé en termes de formation. 90 heures de formation à un tarif qui sera le tarif proposé. C'est aussi une forme de subvention de la part de l'ordre. Oui, et il y avait, il y a un travail qui est fait avec l'OPCO, hein, Atlas, avec la prise en charge par les fonds FNE. Donc ça c'était valable sur 2023. Je ne sais pas si ça a été reconduit, mais en tous les cas, il y a un travail qui est fait pour que ça puisse être pris en charge par ces fonds. Alors, cette formation, elle est éligible au CPF également. Pour poursuivre, car l'heure tourne, sur l'aspect formation, on a jugé bon de mettre en avant justement celle proposée par l'Institut de formation en comptabilité et gestion soutenable par rapport à l'approche de la comptabilité multicapitaux. Vous aurez le loisir de prendre connaissance de cette slide, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir intégrer cette formation, il faudra en prérequis avoir suivi les 3 jours de formation proposés par le CERCES, où le tarif vous demandera des frais d'inscription et le suivi de la formation avec le tarif réduit ou normal. Et en ayant suivi cette première formation de 3 jours, vous pourrez ensuite sur dossier intégrer cette formation sur 4 modules où vous allez pouvoir aborder l'une des thématiques en fait qui était soulevée plus en amont dans les slides avec cette approche justement multi-capitaux
où il n'y aura pas que de la technique, il y aura vraiment une réflexion, une approche totalement différente à intégrer pour apporter une meilleure information financière aux différentes parties prenantes et ceux qui généralement attendent davantage que de simples KPI au niveau du bilan et du compte de résultat. Je vais faire un bref survol sur les autres formations pour pouvoir ensuite laisser la parole à Delphine et Christophe. Sur cette slide, vous allez avoir justement la thématique des différentes formations qui ont été sélectionnées comme formations certifiantes. Ces formations passeront du simple webinaire, formation très courte durée, à une formation un peu plus longue, voire formation certifiante. Vous avez normalement, en recevant le webinaire, vous aurez le lien sur ces différents établissements. On a fait un petit travail en amont pour pouvoir vous aiguiller sur cette fameuse sélection. Vous pourrez en prendre davantage connaissance en voyant par rapport à vos emplois du temps, votre appétence, surtout votre niveau, pour pouvoir justement vous inscrire sur des formations plus proches de vos premiers pas, à une formation un peu plus, j'allais dire, conséquente et costaud pour ceux qui ont déjà pas mal d'années de vol, voire quelques heures de vol sur le domaine de la durabilité. Je laisse la parole à mes collègues pour pouvoir avancer, car si on veut prendre encore quelques questions, il nous faut rattraper notre retard. Oui, merci Nicolas. Effectivement, Nicolas a préparé une diapo qui reprend tous les liens que vous aurez sur le support qu'on a mis en annexe. Donc vous n'aurez qu'à cliquer pour aller voir le détail de chaque formation. Voilà, Christophe, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie ou si on peut enchaîner sur la partie suivante. Les questions, je pense qu'on a essayé d'y répondre Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc après, on a des questions d'ordre général, peut-être qu'on y reviendra un peu plus, à la fin. un peu plus tard. Okay. Voilà, je pense que sur la question de Magali, sur quand aurons-nous la possibilité de faire la formation à l'EEC, je pense qu'on vous a indiqué c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Donc voilà, Oui. l'offre elle est en train d'être finalisée et donc elle pourra être proposée probablement le mois prochain. Oui, il y a effectivement les offres qui ne rentrent pas dans le cadre du visa durabilité, donc qui existent déjà ou qui sont en cours de refonte. Et puis, il y a celles qui concernent le visa durabilité. Et donc là, comme il faut répondre au cahier des charges du H2A, c'est ce qu'il a donné en fin d'année dernière. C'est un petit peu long pour mettre en place ces formations, mais on devrait les avoir d'ici la fin du premier semestre. Il y a celle de la CNCC, il y aura celle du Conseil national et d'autres organismes. Alors, on va essayer de reboucler sur cette dernière partie. On a déjà évoqué les différentes missions, enfin quel rôle peut jouer l'expert comptable auprès de ses clients. On va revenir dessus d'ailleurs avec une belle infographie du Conseil national. Mais on voulait aussi, ça percute un peu l'organisation des cabinets, les formations, on vient d'en parler, au sein du cabinet, et donc on reviendra un peu sur tous ces aspects, c'est-à-dire comment aussi prendre ça en compte chez nous, au sein des cabinets. Là, je vais passer la parole à Christophe, mais cette infographie, elle reprend un petit peu tout ce qu'on vient de voir, sachant que finalement, le rapport durabilité et la démarche évoquée par Christophe, elle recouvre un peu différents accompagnements. Là, vous pouvez avoir des accompagnements ponctuels où un client va vous demander de l'aider à obtenir des aides, justement, donc à remplir les documents, va vous demander à remplir les déclarations pour les éco-organismes. On a évoqué la DPEL qui va être remplacée par le rapport durabilité. On a évoqué aussi les sociétés à mission. Donc là, on a
on a de plus en plus il y a des sociétés qui se transforment en sociétés à mission. Donc, c'est quelque chose, il faut avoir des statuts adaptés, voilà, un fonctionnement, une gouvernance adaptée. Donc, l'expert comptable, s'il prend connaissance de ce statut de société à mission, peut tout à fait accompagner son entreprise à le devenir, ou dans la création d'entreprises, on en a de plus en plus qui s'inscrivent société à mission dès leur création. Et voilà, c'est important que l'on soit identifié comme pouvant accompagner les entreprises là-dessus, parce qu'on ne nous identifie pas sur ces sujets, et c'est bien dommage. Christophe reviendra là-dessus, mais un des points de départ, et le plus simple, et c'est aussi finalement ce qu'on retrouve dans les normes ESRS, c'est les bilans de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que c'est un peu un point de départ, ce bilan de mesure des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça permet de poser un peu les choses, d'avoir une mesure, un point de départ, et c'est demandé dans les normes ESRS. Donc ça aussi, on peut accompagner nos clients, soit à le faire si on est habilité à le faire, soit à trouver les prestataires et aider les prestataires au niveau de la recherche des données, puisqu'il faut aller chercher plein de données pour établir ces bilans. Je ne sais pas si, Christophe, tu veux en rajouter là-dessus, et puis après, on aura le focus plus particulier sur le bilan de gaz à effet de serre. Par contre, si on regarde cette infographie, on voit qu'on a différents niveaux d'accompagnement de nos clients. Des accompagnements qui vont être, si je regarde la fresque du climat, qui va être un accompagnement en plus de sensibilisation, d'animation autour du projet de notre client. Donc, on peut effectivement avoir cette approche-là. Donc, voilà, être fresqueur du climat, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui peut être une porte d'entrée par le biais de l'animation d'un atelier auprès de nos clients, mais ça reste quand même très marginal. Aujourd'hui, mais comme je vais l'évoquer sur le slide suivant, aujourd'hui, les demandes entrantes que nous, on a au niveau du cabinet, c'est les demandes qui sont principalement liées au bilan des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, dans le secteur du BTP, on a plusieurs grands donneurs d'ordre qui imposent à leurs sous-traitants, à leurs partenaires, de fournir des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre, et plus précisément, quelque chose qui est très compliqué pour nous, ce sont les émissions de gaz à effet de serre sur les chantiers sous-traités. Ça veut dire que lorsqu'on va avoir un chantier de construction sur la ville de Châtillon et que notre client PME qui a une dizaine d'engins de chantier et quelques camions et qui interviennent notamment sur ce chantier-là, il va falloir essayer de déterminer quelles sont les émissions de CO2 sur le chantier en particulier qui est fait pour ce grand donneur d'ordre. Et c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans les cahiers des charges des grands donneurs d'ordre. J'ai eu le même cas ce qui m'a un peu surpris dans le secteur de l'armement aussi, un sous-traitant qui fait des pièces métalliques pour un grand donneur d'ordre du secteur, et le grand donneur d'ordre lui dit écoute, on sait que les pièces que tu fabriques sont des pièces qui nécessitent beaucoup d'énergie et qui sont susceptibles d'émettre pas mal de gaz à effet de serre, et donc on voudrait que tu nous fasses un bilan de ta production sur les pièces que tu nous proposes, et d'une manière générale, on voudrait avoir un bilan de gaz à effet de serre au niveau de ton entreprise pour pouvoir intégrer ce critère-là dans ta notation. Donc voilà, on voit apparaître pas mal de sujets sur cette porte d'entrée qui est le bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais le bilan des émissions de gaz à effet de serre, il nécessite au préalable, pour nous en tant qu'experts comptables, une compréhension et une modélisation avec le client du modèle d'affaires pour comprendre qu'est-ce qu'il y a comme intrant dans la chaîne de valeur, quels sont les matériaux que j'utilise, quels sont éventuellement, dans le cadre de mon processus de fabrication, d'éventuels allers-retours avec des fonderies. C'est-à-dire quand je fais de la mécanique de précision, j'usine ma pièce au micron, et puis j'envoie ma pièce à la fonderie, je la récupère, je retravaille dessus. J'y reviendrai après, ça, Delphine, j'y reviendrai après. Mais voilà, effectivement, le bilan de gaz à effet de serre, ça fait partie ça c'est pour me dire qu'il faut que j'aille plus vite. Ça fait partie des gros blocs par lesquels on a une porte d'entrée. Ça nécessite aussi une formation. Il faut avoir des collaborateurs qui ont cette appétence, ou aller chercher des collaborateurs qui ne sont pas dans notre
dans nos employés habituels. Donc moi, je suis allé chercher quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là, et qui veut travailler sur la biodiversité, notamment, au sein du cabinet, sur les problématiques liées à l'eau. Et c'est une personne qui a fait un master en écotoxicologie, donc qui n'est pas dans la filière traditionnelle. Donc ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Donc il y a les collaborateurs qu'on va arriver à former sur ces sujets de gaz à effet de serre, et puis parfois on va aller chercher des ressources extérieures. Le deuxième angle d'attaque sur lequel on est interpellé par nos clients, c'est l'angle d'attaque de la certification, de la labellisation, avoir une labellisation LUCI ou une labellisation engagée RSE. Certains de nos clients souhaitent l'avoir, ou se retrouvent dans une situation où leur donneur d'ordre leur dit « moi, j'ai une notation EcoVadis par un organisme tiers indépendant, et je vais te demander, toi, en tant que partenaire ou en tant que sous-traitant, de faire un audit par EcoVadis pour qu'on puisse avoir la note que tu as, toi, sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour voir si tu es cohérent avec notre stratégie. » Donc ça, c'est le deuxième point où on est directement en lien avec la politique d'achat responsable de certains grands donneurs d'ordre qui imposent cette approche-là. Le troisième type de mission sur lequel on intervient, c'est une réflexion autour de la raison d'être, et donc là qui fait lien avec ce qu'évoquait Delphine, avec la notion de société à mission. Donc là, on est en phase de réflexion, par exemple, avec un client, où on travaille sur une séquence de plusieurs ateliers pour réfléchir sur c'est quoi votre raison d'être, c'est quoi votre prochain projet entrepreneurial, c'est quoi vos objectifs opérationnels, c'est quoi votre mission. Et on essaie de réfléchir ensemble si on peut construire quelque chose autour du statut de société à mission, ou si on s'arrête juste à une volonté exprimée de faire quelque chose ensemble dans une thématique particulière. La différence entre société à mission et juste s'engager sur un certain nombre de points, société à mission, c'est que vous l'inscrivez dans vos statuts, et donc c'est encore plus engageant que le simple discours. Et puis on a de plus en plus cette volonté aussi des dirigeants. Alors c'est pas toujours une volonté, c'est une volonté qu'on va pousser un peu, c'est-à-dire au moment où on va faire la réflexion autour du modèle d'affaires, on élargit le spectre et on fait une réflexion autour de très souvent le sourcing, c'est de dire à un moment donné, ton modèle d'affaires, ça va être quoi tes problématiques en termes de sourcing, d'approvisionnement de matières premières, puisqu'on sait que ça peut être quelque chose qui peut être impactant sur leur modèle d'affaires. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un focus sur les missions sur lesquelles on a le plus de sollicitations. C'est le fameux bilan des émissions de gaz à effet de serre, où on a différentes étapes qui sont des étapes sur lesquelles on peut contribuer, nous, en tant qu'accompagnants. Donc, la mesure de l'émission, donc c'est un travail sur le bilan technique en tant que tel, donc travailler sur la modélisation des flux d'émissions, et puis ensuite identifier les facteurs d'émission de gaz à effet de serre, et puis ensuite déterminer le calcul, l'estimation des émissions de gaz à effet de serre. La difficulté qu'on peut avoir, nous, en tant qu'experts comptables, c'est quand on va parler d'émissions de gaz à effet de serre, on a toujours un degré d'incertitude, et donc c'est un niveau d'inconfort, et donc parfois on se dit, mais mince, j'ai 60% d'incertitude sur ce facteur d'émission. Mais oui, c'est comme ça, on est dans une zone où il y a de l'incertitude. L'objectif, c'est qu'on a un thermomètre qui existe, et ce thermomètre est toujours perfectible, on va toujours essayer de l'améliorer. Mais effectivement, on n'est pas sur la précision comme on a l'habitude d'avoir, et donc ça peut être effectivement un facteur un peu déstabilisant pour nous. L'objectif, c'est d'avoir une mesure de l'émission qui pourra être perfectible avec le temps, et d'écrire aussi qu'est-ce qui peut poser problème dans notre calcul, notamment en facteur d'incertitude. La deuxième étape sur laquelle on peut accompagner nos clients, c'est de réfléchir avec eux sur les modalités de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est parfois un petit peu compliqué pour nous en tant qu'expert comptable, et souvent on va s'appuyer sur des experts, et puis on va notamment pouvoir s'appuyer sur le SBTI, Science Based Target Initiative, qui va pouvoir éventuellement nous aider sur des projets de réduction d'émissions. Le troisième point, c'est celui auquel on est confronté, nous, en tant qu'accompagnants des PME, TPE, c'est le fait que lorsqu'on est sur un engagement pour le climat au niveau des gaz à effet de serre, mais très souvent, on va solliciter toute notre chaîne de valeur en amont et en aval. Et donc, effectivement, ça va être une réflexion au niveau de l'entreprise. Comment, moi, en tant que grand donneur d'ordre, je vais pouvoir accompagner mes clients ou mes fournisseurs pour réduire leur empreinte carbone. Comment, moi, grand donneur d'ordre, je vais pouvoir dire, écoute, je vais t'imposer une certification EcoVadis, mais je vais te financer 50%
de cette certification. Ça peut être aussi une façon d'engager la chaîne de valeur sur cette réflexion. Et puis, on a le 4e pilier qui est la contribution à la neutralité carbone. Donc, c'est tout ce qui n'est pas de la durabilité en fin de compte, mais qui est complémentaire à la durabilité. C'est de dire qu'est-ce que je peux faire. Certes, j'ai des émissions de gaz à effet de serre. Comment je peux proposer des solutions de compensation ou de reconstitution de puits de carbone, ou comment je peux m'engager sur des projets bas carbone. Là, effectivement, on peut parfois aussi accompagner nos clients sur ces sujets-là. Voilà, je voulais faire un focus sur ce bilan des émissions de gaz à effet de serre parce que chez nous, au niveau du cabinet, c'est la porte d'entrée qui commence à être très importante. C'est-à-dire, on commence à avoir beaucoup de sollicitations sur cet aspect-là. Donc, comment j'ai fait? Je me suis formé au bilan carbone, et j'ai passé du temps, j'ai passé 8 jours à me former. Mon collaborateur qui est sur cette thématique-là, pareil. Et donc, aujourd'hui, on travaille sur ces sujets-là et on structure nos restitutions, toujours avec cette problématique de piste d'audit. C'est-à-dire que quand vous allez travailler sur les bilans de gaz à effet de serre, vous avez l'obligation de passer un certain nombre d'étapes et démontrer que vous avez eu une réflexion sur le modèle d'affaires, que vous avez cartographié les flux d'émissions de CO2, et puis ensuite, comment vous allez constituer, item par item, les données métriques qui vont vous permettre ensuite de convertir ces métriques par le biais des factures d'émissions en équivalent tonnes de CO2 émises. Justement, Christophe, pour faire un lien entre ces différentes étapes, alors, il y en a peut-être une qui n'apparaît pas, c'est comment l'expert comptable fait pour pouvoir se former. C'est l'une des questions de Caroline Kelvisa. Faut-il pour être apte à faire ces fameux bilans gaz à effet de serre ou bilan carbone avant justement que tu arrives sur ton exemple? Donc nous, on s'est formé auprès de l'Institut français du carbone, donc méthode ABC, qui est pas méthode, c'est le centre de formation sur le bilan carbone, et qui nous a effectivement proposé une formation qui nous permet ensuite d'être assez à l'aise et d'apprendre à manipuler effectivement ces facteurs d'émission. C'est un travail qu'il faut accepter de faire, et donc c'est 7 jours, 7 ou 8 jours, je ne sais plus, sur ces sujets-là, et nous on a fait ça auprès de l'Institut français du carbone, qui a notamment le label bilan carbone, le label l'outil bilan carbone, qui est un petit peu difficile à manipuler, même après la formation, mais on s'approprie cet outil-là et on apprend notamment à aller chercher les facteurs d'émission sur les bases de données de l'ADEME. Vous avez les bases de données de l'ADEME sur la partie, la fameuse base empreinte de l'ADEME. Je vous invite à aller regarder pour vous familiariser. Elle est assez pédagogique. Elle vous permet de visualiser en fonction des scopes que vous voulez mettre en œuvre, de visualiser quels peuvent être les facteurs d'émission. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant en fonction de votre secteur d'activité. Vous allez identifier des facteurs d'émission dans cette base de l'ADEME, cette base empreinte de l'ADEME. Il faudra juste vous inscrire. Il faut vous inscrire avec une adresse mail et un mot de passe. Et puis, vous commencez à manipuler déjà cette base. Ça vous permet déjà de voir quels sont les facteurs que vous allez pouvoir utiliser au regard des spécificités du business de votre client. Vous allez voir que sur certains sujets, on va très loin. Et en termes d'exemple, une approche pédagogique aussi, c'est finalement de faire le bilan carbone de son cabinet. Nous, on a fait les deux, on a fait la formation et le bilan carbone du cabinet, et ça permet vraiment de bien comprendre les données à aller chercher, ce dont on a besoin, et effectivement derrière la manipulation du fichier. Au niveau du cabinet, effectivement, c'est un bon moyen de s'approprier le sujet, parce qu'on est sur des modèles, sur un modèle qui est assez simple. Et donc, c'est la démarche ça permet de faire le lien avec le slide suivant qui présente. Là, j'ai choisi de présenter un cabinet qui n'est pas dans notre région, qui est dans la région bordelaise, et qui est un cabinet qui est devenu cabinet société à mission. Et donc, c'est intéressant de ce côté-là. Et c'est aussi un cabinet qui a fait toute une... Alors, je l'ai pas mis, mais qui a fait toute une réflexion sur ces émissions de CO2. Et donc, là, je vous ai mis quelques items sur lesquels ils travaillent. C'est très marginal par rapport à tout le travail qu'ils ont fait autour. Mais voilà, j'ai choisi un cabinet qui est pas dans notre région. Mais voilà, très, 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 très intéressant en termes d'approche. C'est quelque chose que vous avez retrouvé aussi sur leur site internet. Donc, on voit qu'ils ont fait un travail sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre, et notamment
une des illustrations qui mettent en avant, c'est le fait qu'ils ont réussi à financer des vélos de fonction, donc ils sont une trentaine de collaborateurs, et puis ils ont 14 vélos de fonction, donc c'est assez amusant, et de voir comment pour les mobilités douces, parce qu'ils ont pas mal de clients qui sont dans le centre de Bordeaux, donc ils ont pas mal de clients qui sont à proximité du cabinet, et donc voilà, ou voir parfois un petit peu plus loin. Et donc, les collaborateurs, pour venir au cabinet ou pour aller en clientèle, utilisent ces vélos de fonction qui ont été financés. Et donc, on voit qu'on a des réductions de tonnes de CO2 qui sont mises en avant. Donc, eux, ils font effectivement ce bilan de gaz à effet de serre à intervalles réguliers. Ils ne sont pas dans l'approche réglementaire, puisqu'on est bien en dessous des seuils réglementaires. Ils sont dans une approche volontaire, mais effectivement, c'est quelque chose qui est porté par les deux associés, qui sont mari et femme, et qui ont eu cette volonté, effectivement, d'aller plus loin sur ces sujets-là. En termes d'achat d'ordinateurs, ils travaillent sur des ordinateurs qui sont reconditionnés. Voilà, on peut avoir des sujets qui sont un peu plus simple, mais c'est intéressant de voir comment ils ont travaillé sur les sujets environnementaux, mais aussi sur les sujets sociaux, comment ils intègrent notamment la qualité de vie au travail, comment ils intègrent l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, donc par le biais de questionnaires biannuels qui permettent aussi de sentir un peu ce qui se passe au niveau du cabinet. Et puis si on fait un focus sur leur mission, la mission qui se sont définies, vous voyez que les missions, c'est souvent quelque chose d'assez générique. Donc là, on a une mission qui s'appuie sur une raison d'être, qui est la suivante. En tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, nous impulsons un changement de modèle avec nos parties prenantes, visant à aider nos clients à perdurer de manière durable dans un monde contraint, tout en contribuant au bien-être environnemental et social. Donc ça, c'est la déclaration de la raison d'être du cabinet. Et puis ensuite, ils ont décliné cette raison d'être en objectifs statutaires. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Je ne vous ai pas mis ensuite, puisqu'effectivement, à partir du moment où vous avez des objectifs statutaires, mais il faut vous mettre des indicateurs en face pour apprécier quels sont les moyens que vous mettez en œuvre et quelle est la performance que vous réalisez. Bien évidemment, c'est quelque chose qui met en avant aussi au niveau du cabinet. Donc, participer à l'intérêt général en s'assurant de la qualité et de la pertinence des informations financières et extra-financières, contribuer à une vie professionnelle épanouissante dans la bienveillance au sein du cabinet pour exister en tant qu'humain, accompagner et influencer notre écosystème dans la mutation des modèles économiques pour prendre soin du vivant et impacter positivement la vie de notre territoire sur le plan social, environnemental et économique. Et donc, derrière ces objectifs statutaires, vous avez des moyens qui sont mis en œuvre, des objectifs qui s'appuient sur des indicateurs de performance et puis un suivi de la performance qui se met en place. Donc, j'ai choisi de vous le mettre en avant. C'est aussi un cabinet qui s'est engagé dans une démarche de labellisation qui est en cours. Donc, ils ont une labellisation qui est la labellisation engagée RSE, qui sont en train de mettre en œuvre. Et puis, ils ont bénéficié aussi d'un prix qui a été organisé au niveau de l'ordre des experts comptables de leur région. Et ils ont été parmi les lauréats qui ont été reconnus pour leur démarche sur ces sujets RSE. Alors, je me saisis, moi, pour rebondir justement sur cette labellisation qui est en cours pour faire un rapide focus sur deux labels que nous avons choisi de mettre en avant. Petite parenthèse, le label Engagé RSE est justement proposé par AFNOR Certification. Là, sur cette slide, on met en avant Osmoni et le label Envol, sachant que le label Envol s'appuie sur l'agence Lucie qui a développé justement un label qui reste aligné sur la norme ISO 26000, qui reste le socle quand même pour la définition de la RSE. Aujourd'hui, on parlera également de durabilité. Le label Osmoni, lui, va également s'appuyer sur cette norme avec justement cette convention auprès de AFNOR Certification. Donc, vous n'avez pas l'obligation d'être labellisé, mais ça peut être une porte d'entrée justement en termes d'image pour votre cabinet, voire de mission que vous pouvez proposer à vos clients pour pouvoir les accompagner sur une labellisation. Alors, le temps va nous manquer pour pouvoir développer davantage cette partie pour avoir des retours d'expérience justement sur ceux qui ont fait la démarche de pouvoir attaquer cette notion de labellisation. Je vais davantage passer de temps sur l'autre partie
que nous avons voulu mettre en avant, c'est justement comment sensibiliser et s'imprégner davantage cette thématique de durabilité, puisqu'on a parlé de réglementation, de proposition de mission, mais comme pour tout, quand on n'a pas envie, on traîne un peu les pieds. L'idée, c'était justement, sur différentes thématiques, d'apporter des idées pour avoir déjà une réflexion sur comment apporter ce sujet de durabilité au sein de mon cabinet. Donc, on a l'idée de mettre en avant des aspects d'ateliers, de workshops, quelque chose d'assez interactif, justement pour que tout le monde puisse collaborer et participer sur ces thématiques, que ce soit dans des espaces de coworking, de team building, voire même de participer à la fresque du climat pour davantage sensibiliser vos équipes, quelles qu'elles soient, au niveau de vos structures, des campagnes de sensibilisation par des notes d'information, que ce soit en interne ou auprès de vos clients, par le biais d'affichage, d'envoi d'emailing, en fonction de votre appétence sous la forme de publication, si vous avez un site internet, voire même inviter et convier vos clients à l'occasion d'événements. On a l'aspect également formation, que ce soit en ligne ou avec les différentes écoles, centres ou instituts qu'on a pu présenter sur les slides d'avant, des sessions de partage, toujours sous la forme de réunions, de webinaires. Vous pouvez décider avec des confrères, peut-être pour pouvoir justement mutualiser les moyens, organiser des événements pour sensibiliser davantage vos collaborateurs tout en étant dans la même région. Ça peut être également de se rapprocher de l'association d'experts comptables de son département pour voir quels sont les sujets qui peuvent être justement abordés en mutualisant. Plus on sera nombreux justement et plus on aura de facilité à promouvoir cette thématique. Et par rapport à l'approche justement des Jeux Olympiques, c'était également un petit clin d'œil pour pouvoir le présenter sous forme de compétition olympique, que ce soit dans vos locaux ou d'une autre façon, sous la forme d'une plateforme collaborative, peut-être sous forme de challenge, qui fera le plus d'économies, toujours avec la mise en place de suivi, parce qu'on est très bon là-dessus. C'est toujours bien d'avoir des propositions, mais pour pouvoir justement en voir les bénéfices, c'est mettre en place des indicateurs pour pouvoir les suivre. Donc, c'était une slide assez intéressante pour pouvoir justement mettre en avant différentes thématiques auxquelles vous pouvez en fait vous emparer, que ce soit aujourd'hui ou d'ici les semaines à venir, pour justement vous commencer à vous imprégner et imprégner vos équipes sur ces thématiques de durabilité et justement comment davantage intéresser vos collaborateurs sur cette partie-là. On a eu pour idée de, peut-être, slide suivante, de justement proposer à l'occasion de l'entretien annuel une partie sur des questions vraiment ciblées et dédiées à la durabilité, avec deux niveaux, un niveau un peu plus débutant pour voir comment nos équipes vont être intéressées, avec des questions un peu plus sophistiquées, je dirais, sur les structures qui sont un peu plus avancées dans le domaine de la durabilité. Dans la mesure où le support sera envoyé, je vous laisserai le loisir de prendre connaissance de ces différentes thématiques. Vous pourrez de la même façon les croiser pour pouvoir faire un mix et vous les approprier par rapport à votre structure en fonction des strates hiérarchiques ou tout simplement de la taille de votre cabinet. Mais voyez que vous avez des outils et de la matière pour commencer à vous imprégner du sujet, mais surtout à sensibiliser vos équipes, puisque c'est elles qui pourront de la même façon diffuser auprès de vos clients justement cette thématique et ce ressenti qui est assez particulier, puisque nous ne serons plus vraiment sur de la technique, mais plus sur une prise de recul, une approche où la réflexion et le bon sens sont beaucoup plus important qu'une simple norme et une simple règle.
dans la mesure où le contexte de vos clients jouera de manière assez importante sur justement les missions que vous pourrez proposer. Comme le timing défile, je fais une brève immersion dans la conclusion de notre webinaire. Je vais laisser la parole à Delphine pour qu'elle puisse justement reprendre des points de synthèse des parties précédentes et voir si nous avons des questions auxquelles nous n'aurons pas répondu. Oui, merci Nicolas. Si on a encore quelques questions, on pourra les prendre, mais pour conclure, effectivement, vous voyez que l'actualité est riche, qu'on a finalement de plus en plus de sollicitations des clients. On va en avoir aussi de plus en plus des collaborateurs. Le fait de cette norme qui peut paraître loin avec les ESRS, finalement, ça entraîne aussi toutes les entreprises dans les différentes chaînes de valeur et elles vont devoir communiquer, rapporter, que ce soit de manière un peu contrainte pour répondre à des demandes de donneurs d'ordre ou dans la chaîne, ou de manière volontaire pour pouvoir communiquer et répondre en transparence à des consommateurs, à des clients, et puis aussi être attractif auprès de ses collaborateurs. Voilà, ce sont des questions dont on va devoir se saisir, nous, en tant qu'experts comptables, on ne va pas y échapper. On est légitime, nous, en étant au cœur du modèle d'affaires de nos clients, hein. Christophe l'a rappelé. Nicolas a évoqué toutes les manières d'attirer nos collaborateurs, de les sensibiliser là-dessus, et puis aussi peut-être de les intéresser. Et nous, au sein du comité, on œuvre à ça, à vous fournir des outils. On a un prochain webinaire qui aura lieu en juillet sur un rapport de durabilité pour les TPE-PME. On a notre journée annuelle de la durabilité, retenez bien la date, le 14 novembre. Et d'ici là, vous verrez passer différents mails de communication et surtout, allez aussi sur le site du CNO. Il y a plein d'outils pour commencer à se sensibiliser sur toutes les notions et tous les termes utilisés. Voilà, je ne sais pas Nicolas ou Christophe s'il reste des questions. Je pense, sans vouloir trop m'avancer, qu'on a pu répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Si jamais on les récupérera sur le chat et puis on répondra par mail si besoin. Voilà, on a été ravis d'être avec vous ce matin et on vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt. Au revoir à tous. Merci pour votre participation. Belle journée à vous. Au revoir, bonne journée à vous, à bientôt. Ça va, on n'est plus que tous les deux? Je crois bien. Je prends en copie toutes nos questions pour être sûr qu'on n'ait rien oublié. Ouais, on a eu des questions, tu sais, sur des questions assez basiques. Hein. C'est quoi la différence entre le rapport de durabilité et la RSE? Est-ce que le rapport de durabilité volontaire pour une PME doit être audité? Ça, c'était les questions. Est-ce qu'on peut faire de... Bon, vous êtes toujours en ligne, messieurs? Oui. Oui, mais on est que tous les deux ou pas? Non. Wow. Je vous laisse quitter. Oui, on se retrouve à tout de suite. Nicolas? Oui, je fais un copier-coller de toutes les questions. Très bien. Ça mouline.
C'est fait.